Ce sont les vacances et très souvent pendant les vacances, il y a certains parents qui décident que leur enfant fasse des cours de vacances. On en a parlé la semaine dernière concernant justement l'utilité ou pas des cours de vacances. Aujourd'hui, on poursuit, mais on va s'intéresser plus à justement sur quelle base on doit fonder donc la réflexion pour pouvoir décider de là où notre enfant doit faire ses cours de vacances. Pourquoi on doit amener notre enfant dans tel ou tel cabinet? Parce que c'est important. Qui sont ces professeurs-là qui vont enseigner nos enfants pendant les vacances pour que ça n'impacte pas, surtout négativement, en début d'année. On va en parler aujourd'hui dans la rubrique Un œil sur la société avec notre professeur de SVT. Donc, il est certifié professeur de SVT au niveau de Comsilga. Monsieur Sibiri Kiono sera là pour nous donner les conseils pour bien choisir les centres pour les cours de vacances. Ça sera tout à l'heure. Bien avant cela, Alphonse Ouidrago sera là. Avec lui, on aura l'actualité nationale et internationale à travers la revue de presse, suivie de la rubrique invité du jour. Et aujourd'hui, on fait le bilan d'une activité qui s'est tenue notamment le 20 juillet dernier à Nagringo. C'est justement une rencontre de partage et de regroupement des communautés. On en parlera tout à l'heure. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bonjour à tous et bienvenue pour ce premier numéro, disons donc ce deuxième numéro de la semaine de Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. On part tout de suite et maintenant pour à la découverte de, c'est la première rubrique de cette émission. Nous sommes installés confortablement au niveau de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Nous décidons de partager avec vous l'histoire de cet orphelinat-là qui a vu le jour en 1995. C'est un orphelinat qui accueille les enfants orphelins, mais les enfants en situation aussi de détresse pour notamment leur apporter de l'éducation, mais également des activités d'autoprise en charge ou des activités d'entrepreneuriat, parce qu'au sein de cet orphelinat, en plus de l'école qui se passe normalement, on a des activités de maraîchage, des activités d'élevage aussi, que les enfants pourront apprendre. D'ailleurs, ces activités aussi participent à la gestion de l'orphelinat. Bien sûr, la plus grande partie aussi, donc l'orphelinat vit à travers les dons. Donc, n'hésitez surtout pas à faire des dons à cet orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Je ne vous en dis pas plus. On poursuit avec les témoignages et je vous laisse écouter donc ces témoignages. Je m'appelle Sœur Angèle Nassa. Je suis la responsable de la pizzeria. Fabriquons le pain au sésame, le pain au petit mil, le pain au lait, le pain au sorgho. Et aussi, nous faisons de la pizza à la recette italienne. Nous faisons aussi les jus locaux, nous vendons de la spiruline aussi, et aussi des gâteaux et d'autres choses. C'est un peu rentable. C'est avec ça que nous arrivons aussi à subvenir aux besoins des enfants quand nous manquons de dons. Mais je ne peux pas dire que ça peut couvrir pour nourrir tout à fait les enfants. C'est avec le don des gens que nous arrivons à faire face. Le pain au sésame, oui, les enfants consomment et en plus on vend aussi. Les clients, ce sont les passants de la route, la population aux alentours et aussi les gens de Ouagadougou. Les gens connaissent tellement le pain au sésame et c'est ici qu'ils viennent acheter parce que c'est l'origine ici. Ailleurs aussi, ils vendent le pain au sésame, mais ils disent que ce n'est pas pareil. Ils viennent à la source. Je prie Dieu pour qu'on ait des bienfaiteurs qui nous aident à avoir des plaques solaires pour réduire le coût de notre électricité. Parce que l'électricité nous coûte très très cher. Si vraiment nous ne payons plus l'électricité, ça va beaucoup nous aider. Le devis de plaques solaires, c'est très cher que nous ne pouvons pas installer. Si vraiment il y a des hommes de bonne volonté, nous leur demandons en tout cas de nous venir en aide. Je suis la sœur Kadeba Marie-Thérèse, présidente de l'association AVE. C'est ça, le matin, quand elles arrivent, elles désinfectent l'atelier et elles mettent un tissu sur le plateau. Et avec une pompe émergente, elles font venir l'eau sur le tissu. Et l'eau retourne à l'intérieur des bassins et
elle ramasse la masse, la pâte qui reste. Et après, elle rentre dans notre maisonnette pour la presse. Il y a un autre tissu qui est utilisé. On met la spiruline et on fait presser pour faire... Bonjour, Marie, comment vas-tu? Et après, elles font les spaghettis et elles mettent au four le séchoir. Moi, je m'appelle Sœur Brigitte Zagré. Dans cet orphelinat, je m'occupe de la ferme des animaux. Et nous avons des bœufs, nous avons des poules pondeuses, des moutons et des poules locales. Nous consommons et nous vendons en même temps. Et ça nous permet aussi de ne pas trop dépenser en achat de viande pour les enfants. Donc, c'est un produit qui nous aide beaucoup. Au début, nous avons commandé 600 poules pondeuses, mais actuellement, on a que 250. Parce qu'au cours de l'année, pendant le Covid-19, nous avons eu une visite qui sont venus, des bandits sont venus voler pas mal de poules pondeuses. Et ce jour-là aussi, ils ont attaqué le gardien. Et ça fait que ça a beaucoup baissé le nombre. Et avec cette vol, ça fait aussi que les poules ont été stressées. Donc la ponte a diminué. Avant, on ramassait au moins 12 par jour, 12 plaquettes par jour. Mais maintenant, après les vols, là, on n'avait que 6, 3, 4. Donc ça a beaucoup baissé. Et il y a eu aussi de mortalité. Parce qu'il y a eu une peste aussi qui est arrivée, des maladies qui ont beaucoup aussi tué nos poules. Je m'appelle Sœur Noélie Kabouré. Voilà, je suis enseignante à l'école Sainte-Thérèse de Lumbila. Notre école, l'école des sœurs. L'idée de l'école est venue du fait que comme nous avons les orphelins au sein de l'école et qu'ils sont nombreux, voilà, pour sortir, traverser le goudron pour aller ailleurs, c'était très un danger. Nous avons eu des bienfaiteurs qui nous ont aidés à construire l'école. Mais vu que l'environnement et le village en avaient besoin, nous avons ouvert notre porte aux habitants du village pour leurs enfants. Ce qui fait que le nombre d'élèves aujourd'hui ne sont pas que les orphelins, mais vous savez que les élèves aussi des alentours qui sont là. Le primaire, en tout cas, nous avons à peu près 65 élèves pour le primaire et puis 160 pour la maternelle. Nos enfants à nous sont dans la maison. Voilà, les enfants que nous nous occupons. Les enfants qui viennent du dehors, nous, avec l'aide de l'État, la dotation de l'État, nous faisons le repas à midi pour ces enfants. Donc ils mangent à midi et ils restent jusqu'à le soir. Pour la maternelle, ils ont le goûter à 10h. Le repas à midi et le goûter à 16h. Et les parents les récupèrent le soir. Vu le nombre des élèves, nous n'avons pas toutes les infrastructures nécessaires pour les accueillir. Par exemple, on a souhaité avoir un réfectoire pour les enfants, une salle à manger, voilà, avoir une cuisine assez grande pour pouvoir faire le repas des deux entités. Et puis un projet de collège que les parents vraiment nous demandent, que nous souhaitons pour nos enfants. Qui était un cri de cœur que nous n'avons pas encore pu réaliser. C'est quand les élèves gagnent le CP, on est obligé de les redonner aux parents puisqu'il n'y a pas un collège pour les accueillir. Donc on est obligé de les redonner à la famille et nous les soutenons. Puisque nous ne pouvons pas, c'est avec la route, c'est pas facile pour nous de les envoyer dehors. C'est dit vraiment un grand merci pour nos partenaires, pour tous ceux qui nous soutiennent, pour tous ceux qui nous encouragent. Nous sommes là pour les enfants, mais c'est les enfants de tout le Burkina Faso. Voilà, nous les remercions pour leurs encouragements, pour leur soutien. Voilà, et puis nous les demandons toujours vraiment de nous accompagner. Voilà, pour que vraiment les enfants que nous accueillons vraiment aient un issue heureux. Voilà, que ce qu'ils ont pu commencer dans nos mains, d'autres nous aident, ou d'autres le font, que vraiment leur vivre soit une réussite. Voilà, que ça ne soit pas rester au milieu de route, mais qu'ils puissent vraiment réussir et s'intégrer mieux dans la société pour mieux être des hommes de demain, au service de notre pays. Alphonse Ouedraogo est bien installé sur ce plateau. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikéma, bonjour à toutes et à tous. Et c'est le pays qui nous accueille. Tout à fait, ce quotidien donc 2200 logements nous parle ce matin
de l'interview du président de African Initiative, Ayo Soumaïla Azenwo, qui déclare: quand on parle de la Russie, on voit la guerre et les armes, alors que c'est tout à fait le contraire. Une interview donc à lire à la page 2 du journal Le Pays. Toujours dans le journal Le Pays, on peut lire dans sa rubrique Révélation: lutte contre les incendies, les sapeurs-pompiers préconisent l'installation de détecteurs dans les maisons. Jubilé Rubis de SND sous le signe de la continuité a été célébré cette journée. Fait présumé d'approbation par l'AIC, les précisions du procureur général, c'est à lire à la page 2. Histoire énigmatique, reflet mortel, c'est une analyse à lire toujours dans le journal Le Pays. Enlèvement de Alain, la réaction des OPM, c'est-à-dire à la page 4 du journal Le Pays. Actu Sport, Angers veut blinder son gardien Yahaya Fofana, écrit toujours le journal Le Pays. Le journal Aujourd'hui Faso affiche ce matin: coopération Burkina Faso, système des Nations Unies. La nouvelle coordinatrice résidente sur le chef de la diplomatie burkinabé. Donc vous voyez en image la photo de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies avec le ministre en charge des Affaires étrangères. Cette coordinatrice, comprenez, c'est bien la remplaçante de Barbara Manzi. Toujours dans le journal Aujourd'hui Faso, on peut lire dans sa rubrique News du jour: communiqué attribué à la justice, le démenti du procureur général. La SN Soussiko, définitivement entre les mains de l'État, c'est un autre titre du journal. Vincent Dabilgo et ses co-accusés étaient à la barre, nous informe le journal. Élection à la FBF, la liste provisoire des candidats sera publiée le 25 juillet prochain, nous annonce Aujourd'hui Faso. Nouveau secrétaire général du Conseil supérieur de la communication, Émile Youmou, installé dans ses fonctions. Terminons avec le journal L'Observateur Palgam qui parle ce matin du Service national pour le développement SND. 40 ans à cultiver le civisme, écrit le journal. Bourema Balima, Zeus du handball au football. C'est donc un article à lire à la page 13 du journal. Prétendu communiqué du procureur général, la justice aux trousses des auteurs. Super Coupe AGSP 2024. AS Douane contre IFO, c'est le 10 août prochain à Bobo Dioulasso. 6e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine. Kamoussa Faki Mahama se lâche. C'est donc une analyse à lire à la page 5 du journal dans sa rubrique Regard sur l'actualité. Diffusion de l'information judiciaire. Idlo aiguise la plume de 25 journalistes, écrit le journal. Merci bien Alphonse pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Commençons par l'actualité en lien avec la SN Soussiko, définitivement entre les mains de l'État. Oui, on pourrait dire que c'est la fin donc de ce feuilleton, parce qu'on se rappelle que le gouvernement avait donc nommé un directeur qui a été donc contesté. Et après ça, un nouveau directeur a encore été nommé depuis février, et ce dernier jusqu'à présent n'avait pas en tout cas pris fonction en tant que tel, parce qu'il y avait une pomme de discorde au niveau donc de cette société-là. Et la pomme de discorde était que l'État burkinabé qui a décidé de nationaliser, de récupérer la SN Soussiko, qui se trouvait, je dirais, dans la main de Sucre Participation. Cette société avait donc contesté la nomination d'un directeur parce qu'elle estime qu'elle n'a pas été donc associée en tout cas à cette nomination. Ce qui a fait que le directeur contesté, le premier n'a pas pu prendre fonction, le deuxième qui a été encore nommé par le gouvernement attendait jusque-là avoir ses pleins pouvoirs pour travailler comme il se doit. Mais ce qu'il faut noter, c'est que dans cette société, il y avait deux partis qui géraient. Il y a l'État burkinabé qui avait aussi ses mains dedans. Mais l'actionnaire majoritaire était Sucre Participation.
parce que Sucre Participation a tout autour 69% du capital de la SN Sosuco. Donc, si l'État a décidé de reprendre les choses en main, c'est-à-dire il fallait donc passer par le rachat du capital détenu, donc des actions détenues par Sucre Participation. Et je pense que l'affaire étant allée même au niveau de la justice, je pense que les deux parties ont eu donc à des discussions et c'est ce qui aboutit en tout cas au rachat des actions de Sucre Participation et c'est ce qui aboutit donc au retrait de Sucre Participation de la gestion de cette société-là. Donc on peut dire que c'était donc à l'occasion d'une assemblée générale du conseil d'administration. Et au cours donc, de cette assemblée générale, il a été donc annoncé que désormais la SN Sosuco se trouve dans les mains de l'État burkinabé. Partant de là, le DG qui attendait à être installé sera installé et à partir de ce moment-là, je pense que tout ce qui va se passer au niveau de cette société, ce sera au vu au sud de l'État burkinabé. Donc, on peut dire que c'est la fin, en tout cas, d'un feuilleton qui n'a fait que trop durer. On passe au deuxième sujet, Union africaine. Le président de la commission, Moussa Faki Mahama, critique son fonctionnement. Oui, ça aussi, c'était donc à l'occasion d'une réunion des communautés régionales, des communautés économiques régionales de l'Union africaine. Je pense que c'est des rencontres qui se tiennent chaque semestre au cours de l'année. Et à cette occasion-là, la rencontre qui s'est tenue à Accra, au Ghana, a connu donc la participation de quelques sommités. Le président en exercice de l'Union africaine était là, le président mauritanien Ghazouani. Il y avait aussi le discours du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Il y a eu aussi le discours du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahama. Et ce qui a retenu l'attention des gens, c'est surtout le discours du président de la Commission de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il a pu dire? Moussa Faki Mahama a été clair. Il a dit que il arrive par moment que lors de certains sommets, en tout cas des rencontres de ce genre, qu'on arrive, on y arrive et puis on ne voit pas de grandes personnalités présentes lors donc de ces sommets-là. Et ça, ce n'est pas bien pour l'image même de l'Union africaine. Il arrive que des sommets se tiennent sans la présence du chef d'État, sans la présence de certains ministres et sans même la présence d'un ambassadeur. Donc pour lui, c'est un manque qu'il faudrait vraiment essayer de remédier. C'est aussi, ça participe à fragiliser davantage le fonctionnement de l'Union africaine. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un sommet et que ce sommet se tient sans la présence de certaines personnalités, ça ne donne pas une bonne image même de l'organisation. Et Moussa Faki Mahama veut qu'à partir de cet instant, lorsqu'il y a une rencontre, il faudrait que les chefs d'État soient là, ou du moins qu'ils soient représentés par en tout cas des personnalités, et que ce qui sera donc arrêté comme conclusion puisse avoir l'assentiment de beaucoup de pays. Il est même allé dire que dans ce mois de juillet, il y aura donc une rencontre entre le G20 et même le système des Nations Unies et l'ONU et puis l'Union africaine. Et dans ce sens-là, il fallait quand même que ce sommet, cette rencontre qui s'est tenue à Accra, puisse être l'occasion d'avoir une position commune pour que le message qui sera donc donné pendant les rencontres en vue, que ça épouse vraiment l'idée de beaucoup de chefs d'État de l'Union africaine. Donc cette critique de Moussa Faki Mahama vient à point nommé. C'est arrivé à un moment où même au-delà de l'Union africaine, au niveau de la CEDEAO, il y a des voix qui se lèvent, qui demandent à ce qu'on essaie de revoir le fonctionnement, la politique même de l'organisation. Donc je pense que c'est une critique qui est arrivée à un moment où le besoin de changement, de paradigme est exprimé dans beaucoup de structures comme l'Union africaine, la CEDEAO et même d'autres structures. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à ce qu'il a dit. Donc, c'est un mea culpa qu'il demande au chef d'État,
en tout cas à l'Union africaine, de revoir les choses. On termine par ce prétendu communiqué du procureur général. En tout cas, la justice aux trousses donc de ses auteurs. Oui, c'est effectivement cela, parce que nous avons tous vu sur les réseaux sociaux un communiqué, ou en tout cas un fake qui annonçait qu'il y a des gens qui ont donc été arrêtés parce que ces derniers ont été cités comme des gens qui ont liké ou fait des commentaires par rapport à une publication qui offensait le chef de l'État. Donc, à travers donc, la BCLCC, le procureur a pu mettre, à travers donc, ces services, la main sur ces personnes-là, et que ces personnes sont détenues à la Mako et seront jugées comme il se doit. Donc, ça a tout de suite créé, en tout cas, suscité des débats. Et donc, ce communiqué du procureur général vise à dire que le procureur général n'est pas l'auteur de ce fameux communiqué. Encore plus, les auteurs de ce communiqué attribués au procureur seront donc poursuivis, arrêtés et traduits donc devant la justice. C'est ce qu'il faut retenir. Mais c'est une information qui nous interroge beaucoup parce que sur les réseaux sociaux, on ne doit pas mettre des likes sur une publication parce qu'on veut le faire. Lorsque vous mettez un like, ça veut dire que vous approuvez l'écrit, le contenu et tout ce qui a été dit dans la publication. Et ça doit amener les uns les autres à comprendre que il y a des textes qui ont donc été adoptés au niveau de l'Assemblée et qui punissent, par exemple, des comportements de ce genre. Oui. Lorsqu'il y a une publication, vous n'avez pas la source de l'information, vous partez liker ou vous commentez pour approuver. S'il y a à poursuivre, l'auteur de la publication, y compris ceux qui ont mis des likes, et même les commentaires qui ont soutenu, et tous, ils sont passibles de justice. Ce qui veut dire que chacun doit essayer de revoir. Cette fois-ci, ça a été un communiqué qui n'était pas le vrai, mais ça doit amener les uns les autres à être prudents par rapport au comportement qu'ils doivent avoir sur les réseaux sociaux. Donc, ce communiqué du procureur général vise à dire que le procureur général n'est pas l'auteur de ce communiqué et d'ailleurs, ces auteurs seront donc arrêtés, recherchés, arrêtés et poursuivis comme il se doit. Alors, Wetensi, on verra bien. Merci bien, Alphonse. On va maintenant ensemble voir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui et c'est dans la météo. Nous recevons sur ce plateau M. Tegabamba Joani Ouedraogo. Il est le président de l'association PASIAM pour la gestion holistique des ressources et c'est justement cette association qui a organisé la 3e édition de ces activités en Agrego. Bonjour à vous. Bonjour. M. Ouedraogo. Bienvenue sur notre plateau. Merci bien. Déjà, commençons à faire connaissance un peu plus avec votre association dénommée PASIAM pour la gestion holistique des ressources. Présentez-nous cette association. Ok, merci. L'association PASIAM n'est qu'une composante de toute une stratégie qui a été construite, que nous appelons la SIDEC. La SIDEC. La stratégie innovante pour la défense et le développement économique communautaire. Donc, cette SIDEC a 3 composantes. Et d'autant plus qu'elle s'occupe de l'espace rural, du monde rural. Nous avons une première composante, c'est les outils d'animation. Ceux qui viennent dans les villages pour animer, il y a un certain nombre de concepts qu'on leur demande d'avoir avant de venir. Deuxièmement, le village qui reçoit, ou bien la communauté rurale qui reçoit les services, on leur demande aussi de mettre sur place un certain nombre de dispositifs pour faciliter les projets, les actions qui viennent. Et la 3e composante maintenant, c'est la structure pour pouvoir gérer tout cela. C'est ça maintenant l'association PASIAM pour la gestion holistique des ressources, de tout à gérer. De tout à gérer. Voilà. Et c'est justement donc dans le cadre du SIDEC, on va le dire, que vous avez initié cette activité qui s'est tenue donc à Agrego. Alors, quand vous parlez de gestion holistique et donc de gestion holistique des ressources,
quelles sont les activités que vous avez l'habitude d'organiser pour cette gestion holistique des ressources ou pour être proche des communautés? Disons, l'association, elle prend en compte tout ce que nous avons dans les terroirs pour gérer. Je disais tantôt, si nous prenons la carte du Burkina Faso, si on avait des paires de ciseaux, on découpait tout le Burkina, on peut soulever. Et c'est tout ce qui est à l'intérieur que nous devons gérer. C'est ça, toutes les ressources, qu'elles soient naturelles ou bien humaines ou bien techniques ou bien financières. C'est des ressources que nous devons, et surtout aussi du côté des humains. C'est parce que le tout à gérer n'a pas été aussi pris en compte que nous avons plusieurs associations qui se créent pour gérer les femmes, pour gérer les enfants, pour s'occuper des animaux, pour s'occuper. Alors que si l'État avait organisé le tout à gérer en même temps, et chacun avait en tête tout ce que nous avons dans le terroir et à gérer, on allait mettre en place des comités et puis tout allait bien se passer. Est-ce que c'est une association qui s'occupe seulement de Nagringo ou bien vous... Non, disons que Nagringo a abrité seulement le carrefour des échanges d'expérience. Okay. Et Nagringo a été choisi pour tenir cet événement qui est l'instance pour le monde rural de se retrouver pour évaluer les efforts que les fournisseurs de services apportent. Les fournisseurs de services, l'État, les ONG, les associations, les initiatives privées, les opérateurs, tous ceux qui disent que le monde rural est un espace dans lequel ils doivent investir. Donc le CAB permet d'évaluer l'impact de leur évaluation, l'impact de leur action sur la vie, sur trois composantes. La qualité de vie, est-ce que ça améliore la qualité de vie des communautés? Est-ce que ça permet d'améliorer la production? Est-ce que ça permet d'améliorer l'environnement? Voilà un peu, donc c'était un cadre d'évaluation. Mais comme nous sommes à la 3e édition, il y a eu 2 éditions. Et la première et la deuxième dans les années 2010 et 2012. Donc c'est 12 ans après que cela s'est tenu. Parce que cette année, c'était pour que les gens connaissent la stratégie et en même temps, comme il faut la vulgariser. C'est ça que le Carrefour était tenu sous le signe de la vulgarisation, de l'information et de la vulgarisation de ce chemin de développement que le monde rural lui-même a construit pour les habitants du monde rural. Alors, parlons justement de ce Carrefour national des échanges communautaires pour l'édition, la 3e édition qui s'est tenue à Nagringo, c'était le 20 juillet dernier. Quel est le bilan que vous pouvez faire de ces journées d'échange? À Morée, on dit n'est pas l'air on s'est dit que bon, moi qui j'étais à l'organisation, je ne pouvais pas apprécier, mais ce qui est ressorti, c'est que d'une manière générale, c'était satisfaisant. Et la population qu'on devait inviter est venue, les autorités qu'on attendait pour cette cérémonie sont venues, et la presse surtout que vous êtes venus, parce que la presse est venue, au moins 6 organes, si nous pouvons dire comme ça, qui sont venus. Donc c'était vraiment un succès. Et le grand succès aussi est que du côté des invités, les populations qui devaient prendre part, on avait prévu 2 activités. Les activités dans les salles et les activités de réalisation sur le terrain. Donc c'est ça qui, après, nous a conduit sur les champs pour voir comment les gens vivent la réalité des innovations. Donc ça nous a amené dans les champs de Mananaba, Seydou Bikenga, pour aller voir ce qui se passe. Et donc le matin, on avait mobilisé les gens là-bas. C'était des milliers de personnes qui étaient déjà là-bas. Et pendant ce temps, une partie était dans la salle pour suivre les communications et puis tout le cérémonial. Donc quand le cérémonial, on était obligé d'enlever une partie pour aller sur le terrain. Donc la presse même a suivi pour aller constater ce qui s'est passé là. Parce qu'en parlant d'innovation, Carrefour des échanges d'expérience en auto-promotionné en fait que le Carrefour des innovations. C'est-à-dire tout ce que nous connaissons, on regroupe ça pour voir quel est son impact sur le terrain. Donc l'un dans l'autre, c'est un bilan positif parce que on a pu faire l'activité, c'est-à-dire la communication et le clou de l'événement, c'était de pouvoir transmettre le document, la stratégie elle-même à qui de droit pour que ça puisse parvenir aux autorités du pays. Donc cette activité, déjà ça a été fait, donc nous sommes vraiment satisfaits de ce qui s'est passé. Quand vous parlez de stratégie, il s'agit de quelle stratégie? Et la stratégie n'est que le chemin de développement du monde rural. Quand vous prenez le Burkina Faso, depuis les années 1970 jusqu'à maintenant,
il y a eu des tentatives de création de chemins de développement pour le monde rural. Et chaque fois, la mise en œuvre de ces chemins rencontrait des difficultés. Donc, il était nécessaire à un moment donné, surtout dans les années 94, où un projet était venu pour réaliser des activités. Il a dit non, il veut que la communauté elle-même définisse son chemin de développement. Okay. Donc c'est à partir de 1984 qu'on a commencé à construire la stratégie. Et en construisant la stratégie, il y a les composantes. Donc le carrefour que nous avons organisé n'est qu'une composante de tous les dispositifs prévus dans la CIDEC. Donc l'un dans l'autre, et pour dire que ce carrefour, comme je l'ai dit, n'est qu'un fait que venir évaluer ce qui a été fait. Et aussi, parlant de la stratégie, je vous disais tantôt que le monde rural doit maintenant créer son chemin de développement. Okay. Il y a des gens, excusez, qui s'essayent au bureau et puis on fait, c'est bon pour le monde rural, c'est bon pour le monde rural. Mais finalement, on s'est rendu compte que ce qui est dessiné au bureau et transporté sur le terrain, il y a une différence. Donc maintenant, la communauté elle-même a décidé d'écrire son chemin de développement et dit que voilà par où nous pouvons passer pour que le développement soit une réalité. Parce que c'est le monde rural qui constitue la problématique pour les autorités dans la gestion du pays. Tous les problèmes, généralement, c'est le monde, la faim, les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Tout ça, ça se déclenche au niveau du monde rural. Mais comment le monde rural va s'y prendre pour ne pas être une problématique pour le pays. Voilà. Donc, il fallait que la réflexion se fasse avec les acteurs du monde rural. C'est ce qu'on comprend à travers les activités que vous avez organisées. Vous avez parlé tantôt de communication, de panel. Sur quelle thématique, justement, ont porté généralement ces communications lors de ce carrefour d'échange des communautés? Voilà, bon, il faut signaler en passant que le thème même général, c'était les innovations technologiques dans le domaine agro-silvo-pastoral, halieutique, faunique, minéral, artisanal. Source de création d'emplois permanents pour relever les défis de la sécurité alimentaire dans un contexte d'insécurité au Burkina Faso. Et à partir de ce thème général, il y a eu maintenant des sous-thèmes et les innovations dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la production végétale. Est-ce que les productions, les plantes que nous cultivons, il n'y a pas d'autres innovations, il n'y a pas d'autres plantes que nous pouvons introduire. Et ça, quand on est parti chez Manganaba, on a vu que lui, il a commencé à cultiver le cacao et puis autres plantes que on n'avait pas l'habitude de faire. Autrement, il y avait les innovations dans le domaine de la santé, le domaine de la sécurité, c'est-à-dire la défense. Comment la communauté peut s'organiser pour éviter, pour s'autodéfendre. Donc il y a eu une communication qui est passée sur l'autodéfense, la défense des communautés, s'organiser pour se défendre. Et il y a une autre communication qui est portée sur les innovations technologiques dans le domaine de la transformation des produits agricoles, et puisque on voit que les femmes, avec les produits forestiers non liés, les productions, tout ça, il faut transformer ça pour donner une valeur à ces produits. Donc il y a une communication aussi. Et maintenant, une des communications, les innovations pour créer des emplois. Comment, quand les gens disent qu'il n'y a pas de boulot, est-ce que ce n'est pas parce qu'il nous manque d'innovation, il nous manque de création? Donc voici les 4 grands thèmes qui sont passés et que bon, les communicateurs ont vraiment fait preuve de connaissance. Est-ce qu'après échange, parce que vous êtes allé sur le terrain, vous avez rencontré le monde rural, il y a eu des échanges sur plusieurs thèmes. Et est-ce qu'après échange donc les échanges avec notamment le monde rural à Nagengo, qu'est-ce qui est ressorti comme difficulté majeure, que ce soit l'agriculture, l'élevage ou les autres domaines? Et disons, si nous sommes arrivés à la construction de la stratégie, nous moi-même en tant que membre du monde rural, c'est parce qu'effectivement les projets, les programmes ont eu beaucoup à déverser de l'argent sur le terrain. Et quand vous partez évaluer, c'est comme si rien n'a été... Les efforts sont restés un peu vains. Ah, pourquoi? Est-ce que c'est mal exploité, mal réparti? Non, parce que tout simplement, vous m'excusez le terme, j'ai envie de dire, nous confondons plus souvent la façon d'arriver avec la destination. C'est-à-dire que l'être humain, il fallait qu'on construise beaucoup dans la tête
de nos gens avant de venir nous présenter du matériel, avant de venir nous présenter des technologies. Alors que la plupart des interventions se limitent à la mise en place des technologies. On va vous donner des semences améliorées, de la charrue, on va vous donner des semences, on va vous donner de la charrue, on va venir faire des aménagements, des cordons pierreux. Tout ce que je cite là, on va venir vous donner des routes, des ponts, des écoles. On va venir vous donner tout ce que vous pouvez toucher là, c'est des objets. Déjà. Et ces objets sont loin de ce que les hommes désirent. Ces objets peuvent aider à accomplir les désirs des gens. Mais si nous mettons les objets en avant, c'est dire effectivement que nous allons avoir des problèmes. Donc c'est dire que dans la stratégie, et pour dire que maintenant il faut mettre les valeurs que les hommes attendent au devant de toutes choses, avant que le matériel, les innovations, les technologies ne viennent maintenant renforcer sa position. Donc voilà un peu le clou du problème. Et comme on le dit, ce que nous vivons, ce que nous voyons, c'est ce que nous attendions ou bien ce que nous étions préparés à voir. Donc il nous manque un peu la façon de voir, de prendre des décisions. Donc dans le document, il est montré comment on doit prendre des décisions, comment on doit tester un projet pour voir s'il est consommable au niveau du monde rural. Même si c'est des milliards, quand on prend le test, on montre que le projet ne marche pas. Bon, c'est ce qui nous est arrivé. Dans notre truc là, on s'amusait à prendre des projets pour tester. On se rend compte que ça n'a pas d'impact. Mais c'était bien ficelé, les gens sont là avec des milliards. Et moi, personnellement, qui vous parle, j'ai été sanctionné parce que pour avoir analysé certains projets et parlé avec le monde rural. Bon, c'est comme ça. Donc, il faudrait que nous changions le fusil d'épaule. Voilà pourquoi, effectivement, le Carrefour, et pour le monde rural, est une occasion pour estimer, pour évaluer les efforts et surtout quel est le chemin que les gens adoptent pour venir faire le développement dans l'espace du monde rural. C'est vrai que vous parlez d'échanges, vous parlez de ce qui peut être, ce qui serait bien, notamment pour le monde rural. Mais est-ce que à votre niveau, que ce soit au sein de votre association ou dans le cadre donc du Carrefour d'échange de ces communautés-là avec le monde rural, vous proposez aussi soit des projets à l'État ou à des partenaires? Ce qui, par exemple, en Agrégo, est-ce que vous avez eu, après les réflexions aussi, dans la stratégie, à proposer un projet qui serait bien pour la communauté? Voilà, effectivement, voilà pourquoi nous avons parlé de trois choses. Excusez. Il y a ce que nous appelons, vous voyez que l'homme a trois besoins, les valeurs, la production et le paysage, comme une marmite posée sur trois pierres. Les projets qui rentrent dans le cadre des valeurs, par exemple, vous nous avez reçu ici, on cause et puis ça c'est ces valeurs, on ne peut pas évaluer, ni avoir le poids, la longueur, mais c'est l'essentiel de notre vie. Deuxièmement, il y a la production. La production dans toute sa globalité. Quand nous prenons par exemple l'espace, nous avons les plans, nous avons les cours d'eau, nous avons les montagnes. Est-ce que tous ces éléments-là, comment nous les utilisons pour produire? Et nous avons de l'autre côté l'environnement, comme on le dit maintenant. Comment notre production, pour qu'elle réussisse, comment doit être le paysage, nos sols, comment il faut travailler pour ça. Donc ce sont ces éléments que nous enseignons aux gens de faire. Parce que bon, à force d'amener une technologie sur le territoire, sur le terroir, ça n'arrange pas tant que l'intéressé n'a pas une vision globale de comment elle doit être son terroir. Donc nos projets, nous disons que nous n'apportons pas des techniques aux gens, nous les apportons des concepts. Parce que les technologies changent, les techniques changent. Mais quand il a la base, le concept, il sait maintenant quelle est la technologie qu'il va choisir, le paysan d'Aouer, qui puisse l'arranger. Mais si on vient lui donner des techniques sans lui donner la base, les concepts, c'est un peu difficile. Et cet élément a fait que nous avons perdu beaucoup de notre raison d'être. Alors, Monsieur Ouedraogo, merci bien. Durant cette activité, vous avez dit quand même, vous êtes satisfait de ce qui a pu bien se passer. Et les autorités étaient là, le monde rural, vous du comité d'organisation et tout. Est-ce que après cette 3e édition, vous projetez déjà pour la 4e édition à venir? Et disons, on projette. Mais vous voyez qu'entre la 2e et la 3e, il y a eu 12 ans d'écart. Pourquoi cela? Parce qu'il fallait préparer les gens à comprendre tout le mécanisme qui est dans le chemin de développement du monde rural. Et deuxièmement, pour ce carrefour, nous avons commencé depuis décembre.
Et nous avons déposé par-ci, par-là des demandes, des requêtes. Et finalement, sur une cinquantaine de requêtes, certains se permettent de vous répondre, mais d'autres prennent votre truc là, ça reste sous silence. Il n'y a qu'une seule organisation qui nous a permis de faire cette réalisation. Donc, privé ou public? Donc, si ça ne dérange pas, je dis c'est la réalité qui nous a permis effectivement d'organiser cette activité. Encore tout ce qu'on a posé n'a pas eu de réponse. Bon, c'est dire que bon, les gens, quand on parle du monde rural, de l'espace du monde rural, chacun veut venir. Mais si l'espace était un coin où on doit accéder, il y a des conditions que l'espace même doit poser pour que ceux qui viennent avec des services là sachent que vous pouvez rentrer dans l'espace, vous pouvez venir avec vos produits. Mais la façon dont on va s'y prendre à l'intérieur pour consommer, c'est ça maintenant qui fait la différence. Donc notre objectif c'est de faire en sorte que les produits qui rentrent dans l'espace là, que les gens soient préparés à mieux consommer cela. Donc l'un dans l'autre, vous voyez que c'est la difficulté qui fait que donc on peut projeter le carrefour. Elle peut être maintenant décentralisée. Chaque région, chaque commune peut l'organiser. Si toutefois la mise en place de tous les dispositifs de la SIDEC sont réalisés. Si les dispositifs sont réalisés, alors chaque commune maintenant peut organiser son carrefour et peut-être maintenant avoir un carrefour national. Ce n'est qu'en fait carrefour des échanges ou un carrefour des innovations. Donc voilà un peu, la prochaine édition dépendra de comment les gens vont répondre aux requêtes qu'on viendra à poser auprès d'eux. D'accord. Merci bien. On espère qu'en tout cas vous allez avoir maintenant du soutien. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter, M. Ouedraogo? C'est juste remercier tous ceux qui nous ont permis d'organiser ça. Remercier la population de Nagriongo, remercier Manganaba, chef de Nagriongo, la mairie et toute la population. Et ceux aussi qui ont quitté l'extérieur ou bien en dehors de Nagriongo pour venir nous aider. Et surtout, merci à la presse, que ce soit toute la presse qui est venue, les journalistes. On s'excuse que de l'un à l'autre dans la gestion, il peut y avoir des manquements, mais qui nous excusent parce que c'était aussi une organisation qu'on n'avait pas tous les moyens nécessaires. Donc notre souhait, c'est cela, et que maintenant nous souhaitons effectivement qu'à l'issue de ça, la stratégie, le chemin de développement soit accepté par tout le monde et que le travail de vulgarisation puisse démarrer sur toute l'étendue du territoire du Burkina Faso. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé. Je rappelle que nous recevions comme invité M. Tegabamba Joani Ouedraogo. Il est le président de l'association Pasiama pour la gestion holistique des ressources. Cette association a tenu notamment donc un carrefour national, dénommé Carrefour national des échanges communautaires, qui a eu lieu le 20 juillet dernier à Nagriongo. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Marquons une petite pause et on revient. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Et ce jingle-là annonce justement notre prochaine rubrique. Il s'agit de Un nœud sur la société. Et nous recevons aujourd'hui M. Sibiri Kieno, donc, qui nous vient de Komsilega. Bonjour, M. Kieno. Bonjour, maman. Bienvenue sur notre plateau. Alors, je rappelle que M. Kieno donc, est professeur certifié donc, de sciences de la vie, de la terre, de SVT. C'est vrai qu'on vous connaît donc sous cette casquette-là à l'émission ici, mais il faut dire qu'il est également donc auteur ou si vous voulez promoteur donc du cabinet KEDIC. C'est un cabinet de soutien scolaire. Voilà. Alors, merci. Aujourd'hui, on parle justement de soutien scolaire, les cabinets de soutien scolaire, fonctionnement et rôle dans l'amélioration des études. On en parlera et on entend justement parler de soutien scolaire, ou cours à domicile, cours de vacances, voilà. Alors, à quoi renvoient ces expressions? Effectivement, il y a beaucoup d'expressions autour de la question du soutien scolaire. Mais si on va s'arrêter d'abord sur la notion de soutien scolaire, alors, comme le terme veut dire soutenir, donc c'est l'ensemble des activités qui sont développées par des personnes en dehors de l'école ou des personnes de l'école ou l'école elle-même, mais au profit des élèves. Là, ça peut être des cours à domicile. Là, l'enseignant rejoint l'enfant à la maison. Oui. Voilà, ça peut être des cours d'appui organisés soit par l'école, en dehors des heures réglementaires de cours. Alors, pour pouvoir
aider les plus faibles à s'améliorer. Voilà, généralement c'est ça. Ou bien pour viser l'excellence. Oui, voilà. Ça peut être ça aussi. Voilà, c'est ça. Alors, tu sais que l'enfant, si c'est les 10 de moyenne, il va avoir. Mais ton autisme, c'est pas ça. Tu veux que l'enfant gagne le BPC avec une bonne mention, ou bien le bac avec une bonne mention pour viser une bourse. Voilà, donc, on peut être amené à demander des cours à domicile, des cours de soutien, des cours en ligne. Voilà, c'est tous ces éléments, toutes ces activités-là qui constituent le soutien scolaire. D'accord. Ça veut dire qu'on ne fait pas appel à des cours de soutien seulement quand l'enfant n'est pas bien à l'école ou ne travaille pas bien à l'école. Et non. Contrairement à ce que les enfants, ça dépend de l'objectif. Par exemple, quand tu veux que ton enfant fasse la médecine, par exemple, après le bac, il y a une moyenne. Oui. Une moyenne que l'enfant doit avoir. Ou bien tu veux que l'enfant parte étudier à l'extérieur et puis tu n'as pas les moyens. Parce que c'est ça aussi. Il y a des gens qui ont les moyens de payer leurs enfants dans les universités et en Europe ou en tout cas en Asie. Mais si tu n'as pas les moyens, tu peux pousser l'enfant à avoir une très bonne moyenne pour viser les bourses. Et ils vont revenir avec les mêmes diplômes que les autres. Voilà, ça peut être un objectif aussi. D'accord, voilà. Mais qui parle aussi de cours de soutien, parle de cabinets de soutien ou des organisations de cours de soutien. C'est quoi exactement ces cabinets de soutien? Exactement, les cours à domicile, le soutien scolaire peut être mené par une personne isolée, un professeur d'école, un professeur des écoles, un maître du primaire ou bien un professeur des lycées et collèges qui est là, qui offre ses services de cours à domicile. Mais ça peut être organisé par une structure qui peut être une entreprise formellement reconnue, un regroupement d'enseignants, une association ou un centre. Voilà, donc c'est ces structures-là qui sont appelées comment on appelle ça, les cabinets de soutien scolaire ou structures de soutien scolaire. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, Et quelles sont justement les fonctions même d'un cabinet de soutien? Alors, les fonctions d'un cabinet de soutien scolaire ou bien des maîtres de maison, pour dire ça simple, c'est d'abord de conseiller le parent sur les orientations. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est l'école que tu peux choisir en fonction de tes revenus? Alors, quels sont les cahiers que tu dois payer en fonction de tes revenus? Quels sont les livres qui conviennent? Il y a aussi le rôle pédagogique qui est de faire les cours, de renforcer et de tirer vers l'excellence. Voilà, il y a ce rôle-là aussi. Il y a l'orientation aussi. Alors, l'enfant a eu le BPC, on peut aider les parents à choisir. On échange avec l'enfant pour voir ce qu'il aime. Alors, est-ce qu'il veut continuer dans l'enseignement général ou l'enseignement technique? Après le bac, l'enfant aime quoi? Il veut devenir médecin et il veut faire la technique, ou bien il veut devenir ingénieur en génie civil. Voilà, c'est tout ça, on échange avec l'enfant et les parents. Voilà, et puis bon, on choisit. Voilà, donc il y a le suivi aussi des études et le suivi des études. Voilà, pour voir l'évolution et puis toujours conseiller. Et quelles sont généralement les activités aussi que ces structures-là mènent? Alors, au niveau, je vais peut-être plus parler de ce que je sais au niveau de mon cabinet, le cabinet K-Éduc. Mais il y a les cours à domicile. Ça, c'est les plus connus. Les cours à domicile, les enseignants partent à la maison, ils rejoignent, généralement, quand c'est à la maison, c'est 1 ou 2 enfants, maximum 3. Voilà, sinon ça va devenir un cours d'appui. Quand c'est en groupe, alors de 10 ou de 5 dans une école ou en tout cas dans un centre, on va parler de cours d'appui. Vous voyez, non? Et on va parler aussi de cours en ligne. Il y a des cours en ligne. Par exemple, au niveau de notre cabinet, on fait des cours en ligne au profit des travailleurs qui ne peuvent pas faire cours du soir et qui ne peuvent pas faire cours du jour. Il y a des travailleurs dont l'emploi du temps ne permet pas de faire cours du soir, ne peut pas faire cours du jour. Donc, peuvent préparer les examens, et notamment le baccalauréat, c'est ça que les gens demandent le plus. Et en ligne, en relation avec les professeurs, en fonction de leur temps libre, ils traitent les exercices et puis ils envoient. Même si c'est la nuit, alors tu traites et puis tu envoies. Voilà, il y a le conseil, il y a la documentation. Par exemple, à notre niveau, alors avant la rentrée, nous sillonnons les villes et pour rencontrer nos parents, les parents qui sont affiliés à notre cabinet, et on essaie de leur donner des conseils. Quels sont les documents qu'on doit acheter? Alors, et maintenant, s'ils nous demandent, nous partons acheter avec les commerçants pour les livrer. Voilà. Il y en a même qui n'ont même pas le temps pour faire ces activités. Donc, nos professeurs là, les aident à ce niveau. Voilà. Il y a plein d'activités qu'on fait. La promotion de la lecture. Alors, l'accompagnement des élèves dans la rédaction des exposés.
Et quand c'est au niveau des étudiants, il y a la rédaction des mémoires et des rapports de ça. On les accompagne en fait. Alors tu peux écrire, on essaie de relire, on t'aide à organiser les idées, on te conseille même pour démarrer, pour faire le plan de travail même d'abord, le questionnaire, voilà, il y a tout ça. Et la documentation, les exposés, voilà, tout ça, on fait au profit des élèves et des étudiants. D'accord. Alors, on va parler de CAEDUC tout à l'heure, votre cabinet. Mais quand on parle de cours de vacances, ou cours de soutien, ou cours de maison, voilà, il y a des idées reçues souvent. Certains pensent que c'est pour vraiment les enfants de riches, d'autres pensent aussi que ça va rendre l'enfant paresseux, ou qu'on remet en cause en fait le niveau peut-être de l'enfant ou des enseignants. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors, tout dépend de l'objectif. Puisque les activités là, il y a un qui chante cause ne bandata. Alors, il va ce que les gens veulent. Alors, s'il y a une activité qui marche, c'est parce qu'il y a une demande. Voilà. En fait, j'ai pris l'exemple des parents qui veulent l'excellence. Supposons que tous les enfants travaillent bien à l'école, mais toi, tu souhaites que ton enfant là soit excellent. Voilà, il y a des familles qui n'aiment pas les moyens de juste pour passer là. Et ça n'encourage même pas les enfants à être excellents. Il faut que l'enfant là ait de très bonnes moyennes. S'il a eu 13, si vous pouvez l'accompagner pour qu'il gagne 15, voilà, ça fait l'honneur de la famille. Et l'enfant apprend que le travail est bien fait là, les parents aiment ça. Et c'est ça. Alors, il y a le fait de viser l'excellence pour des raisons de bourse ou autres. Alors, il y a aussi le fait que il y a des enfants qui ne démarrent pas à l'école. Par exemple, tu as investi, tu as payé pour l'internat, c'est très cher, et l'enfant il revient avec une très bonne moyenne, une très mauvaise moyenne. On fait comment? Les congés là, tu vas demander qu'on accompagne l'enfant ou bien tu vas laisser à la fin de l'année, l'enfant redouble, ça ne fait pas ton affaire. Alors, il y a des enfants, il leur faut un peu d'effort seulement pour avoir les 10 de moyenne pour passer. Alors que s'il a 9,99 dans certaines secondes, il ne va pas passer. C'est ça. Alors, et tout le monde sait qu'avec un peu d'effort, il a le chiffre qu'il veut là pour passer. Parce que des fois, il faut le chiffre. Voilà, on ne regarde pas le niveau que tu as, le potentiel que tu as, mais il faut avoir les chiffres que l'école veut en termes de moyenne pour passer. Donc, on fait comment? Il faut qu'on accompagne l'élève. Voilà. Il y a aussi le fait que certains nous appellent pour les tests de recrutement. Dans les écoles catholiques, évangéliques et autres. Les écoles qui font test de recrutement là. À Ouaga, alors, on veut 100 élèves en 6e, il y a 1000 élèves qui déposent le dossier. Ouais. Si tu veux que, tu tiens à ce que l'enfant fasse l'école parce que l'école est une école d'excellence, ou bien c'est une école qui est proche de toi, ou bien tu veux que l'enfant la gagne l'internat, tu vas faire comment? Il faut que tu invites un maître du primaire pour venir préparer l'enfant, pour qu'il soit parmi les 100 premiers là, pour pouvoir avoir le test là, être admis au test. Voilà, il y a ça. Donc, je dirais que c'est une question de nécessité. Voilà, sinon, par exemple, moi je suis à Komselga, mon cabinet, c'est vrai que nous opérons partout au Burkina, mais par exemple dans le village, il y a des femmes qui viennent nous voir. Moi je veux que mon enfant gagne le BPC, il a trop souffert. Ça fait 2 fois, ça fait 3 fois que l'enfant, la femme même voit que l'enfant la souffre. Son mari ne donne pas les moyens, mais avec le peu qu'elle gagne, elle vient négocier des cours pour que l'enfant puisse avoir. Donc ce n'est pas forcément une question de riches et d'hommes riches, de familles riches, mais c'est une question de vision pour les enfants. Et comme on dit, l'éducation n'a pas de prix. Voilà, quand on veut avoir une retraite apaisée, une retraite en toute quiétude, et c'est quand on investit sur les enfants, quand ils vont réussir. Alors toi tu es assis, bon, les gens disent que la pension ne suffit pas, mais ce que tu gagnes par mois sur les enfants, en tout cas c'est bien. En tout cas, s'ils ont bien réussi, au moins, il y a des gens qui ne comptent même pas sur leur pension. Ah oui, c'est ça. Il y a des gens qui ne comptent pas sur ça. Parlons maintenant de votre cabinet, monsieur Kieno, dénommé le cabinet CAEDUC. Comment vous avez eu l'idée de créer CAEDUC? CAEDUC, K comme Kieno, et éduc comme éducation, c'est simple. Voilà, CAEDUC. C'est ça que moi, ça fait 20 ans cette année que j'ai commencé à encadrer des enfants. J'étais en classe de première quand, je me rappelle, il y a un prêtre qui m'a confié ses neveux, et qui était dans un quartier, et moi je partais les prendre, c'était des enfants de primaire. J'étais en première, et ça évolue comme ça, et ça m'a donné même l'idée d'être enseignant. Voilà, parce que ça m'a plu beaucoup, j'ai commencé à encadrer les enfants, c'était intéressant. Après ça, quand je suis venu à l'IDS pour ma formation, et avec la jeunesse étudiante catholique, la GEC en son temps, alors on organisait des cours de soutien scolaire, et ça faisait partie des activités qui permettaient à notre structure d'avoir un peu d'argent. Voilà. Après ça, bon, j'ai continué. Quand je suis arrivé à Komselga,
Alors, j'ai continué à rentrer dans les familles et encourager les enfants et à, comment on appelle ça, à donner les cours. Des fois même c'est gratuit, hein. Des fois c'est gratuit. Des fois, au début c'était comme ça. Ah, oui. Et voilà, c'est comme ça. Et jusqu'à, quand on me demandait par exemple un cours de français, au lieu de dire que je ne peux pas, je convoque un autre professeur qui vient le faire. Et ça a continué comme ça. En 2019, j'étais en vacances à Sapuy et je m'étais retiré là-bas pour me reposer un peu. Et j'ai eu l'idée de former la structure là et de regrouper les collègues, voilà, pour pouvoir travailler et être efficace. Et c'est une entreprise sociale. Le cabinet Kaïdik, c'est une entreprise sociale. Voilà, donc c'est un regroupement d'enseignants que je coordonne tout simplement pour le bonheur de l'éducation, pour le bonheur de l'école burkinabé. Est-ce que quand même, durant ces années, vous avez pu engager des résultats probants? Ah oui, et beaucoup de résultats, beaucoup de résultats. Et quand vous prenez à Ouaga, alors je suis, et moi et mes professeurs et moi, est très bien connus dans les familles, dans tous les quartiers de Ouaga. Il n'y a pas ces quartiers de Ouaga que nous n'avons pas fait en termes de cours à domicile. Alors, est-ce que c'est cours à domicile, mais souvent aussi des cours oui, des cours d'appui, des cours d'appui, les cours en ligne aussi, nous avons offert. Et il y a aussi les formations. Les privés nous sollicitent pour former les parents d'élèves, comment ils doivent suivre les enfants à la maison. Et on a déjà fait ça beaucoup. Voilà. Et quand c'est comme ça, les parents savent ce que l'école attend d'eux. Quelle doit être leur collaboration avec les enseignants. Voilà, pour améliorer les études. Voilà. Il y a aussi le fait qu'on appuie les privés en documentation et en matériel pédagogique. Voilà, nous partons conseiller. Ils peuvent nous dire, alors, est-ce que vous pouvez nous trouver ceci? On les aide à acquérir le matériel. Il y a aussi les conférences. Par exemple, depuis 3 ans maintenant, cette année c'est la 3e édition, nous faisons ce qu'on appelle les conférences sur l'éducation de Komsilega. Et ça, c'est un cadre qui regroupe les élèves, les parents d'élèves et les enseignants pour parler des questions d'éducation et conseiller les enfants pour que les études soient meilleures. Voilà, donc c'est autant d'activités. Hein. Voilà. On va voir les images de ce que vous avez pu faire tout à l'heure pendant l'entretien. Oui. Monsieur Keno, quelles sont vos méthodes particulières, les méthodes particulières que vous organisez, surtout quand vous êtes face à des enfants qui ont des difficultés, des lacunes, pour les amener vers le succès? Effectivement, il faut une méthodologie pour pouvoir réussir. Donc, nous avons une rigueur de travail, une méthodologie que nous respectons. Je peux dire que même les enseignants qui viennent et enseignent ce mois-là, ils sont soumis à cette rigueur-là. Par exemple, quand on nous appelle, il y a des parents, le plus souvent quand les parents nous appellent, c'est pour demander un cours à domicile pour mathématiques. À que c'est maths là, ou bien c'est PC là. Alors qu'il y a des enfants, ce n'est pas forcément là-bas le problème. Mais l'enfant même pas dit que c'est en maths que ça ne va pas. Alors, donc quand on nous appelle, nous on prend le soin de prendre les documents de l'enfant. Le premier élément que nous prenons, c'est le bulletin. Voilà, quand c'est en ligne, on prend le bulletin, on examine et on propose une formule. On sera à domicile, on échange avec les parents, on examine les cahiers de l'enfant, les cours, quand c'est en milieu d'année, on examine les cours, ses copies. Et on essaie de proposer une formule de cours. Est-ce que ce serait un enseignant de maths PC qui va venir, accompagné d'un professeur de français anglais, ou bien c'est un professeur de français simple? Est-ce qu'il faut faire un professeur de français seulement et puis amener un professeur pour l'anglais oral? Nous essayons de faire comme ça. Et quand les professeurs, quand on a arrêté le contrat, je vois dans mon répertoire d'enseignants, alors qui est proche de la zone, qui peut mieux faire le travail en fonction de l'expérience, du niveau et des enjeux. Est-ce que c'est un enfant qui a beaucoup de lacunes ou bien c'est juste un enfant qu'on doit entraîner pour viser l'excellence? Est-ce que c'est le système burkinabé ou c'est l'enseignement, le système français? Puisqu'il y en a qui sont ici, mais qui sont dans le système français. C'est tout ça aussi, on a des enseignants pour gérer ça. Et on convoque l'enseignant, on lui propose les cours qu'on a arrêtés avec la famille. Et si l'enseignant est d'accord, alors nous passons à l'action et le cabinet est responsable du cours. On fait le suivi et à la fin du mois, nous récoltons les sous et voilà. On se partage avec le professeur, c'est comme ça. D'accord. Nous avons toujours un cahier de texte où tout est consigné. C'est vraiment rigoureusement suivi, les parents peuvent suivre. Alors, le cabinet, quand il vient pour le suivi, alors on suit, est-ce que c'est ce que l'enseignant fait? Est-ce que c'est dans les directives? Est-ce que c'est ce que nous voulons qu'il fait? Est-ce qu'il y a une évolution? On fait le suivi des notes dans ces cahiers-là. Voilà, et voilà, tout est vraiment bien suivi. Voilà. Maintenant, vous avez parlé d'enseignants. Comment vous recrutez ou bien comment vous avez créé votre base de données d'enseignants qui interviennent pour ces cours de soutien-là? Voilà, avant même la création du cabinet, c'est comme j'ai dit, je travaille avec des collègues que je plaçais dans les familles. En fait, je le faisais il y a longtemps, mais c'est la forme K-Éduc là qui est récente. Voilà, et donc, chaque fois qu'on nous convoque,
j'essaie de voir dans la base d'enseignants, des données que j'ai. S'il n'y a pas, je recrute encore. Voilà, il y a des enseignants du primaire, des professeurs de collège et des professeurs du secondaire avec nous. Voilà, et toutes les disciplines. Et quand il n'y a pas une discipline, on cherche encore. Et c'est comme ça. Mais la règle, c'est que l'intéressé doit avoir l'autorisation d'enseigner. Ou bien l'intéressé a les diplômes requis pour enseigner dans le niveau et l'expérience aussi. En plus de ça, il faut que l'intéressé ait un cœur doux pour faire les cours à domicile. Parce que ce n'est pas facile. Tu arrives, l'enfant n'est pas là. Il ne veut pas travailler. Il faut que l'enseignant soit en mesure de motiver et de supporter parfois la famille. Voilà. Oui, par exemple, il faut accepter les différences de l'autre. Voilà, je ne dois pas dire lui là il est de tel bord religieux, lui il est de tel bord politique, je ne dois pas aller dans la famille. Nous partons faire juste notre travail, on échange avec les parents, juste pour arriver au résultat. Voilà, donc c'est comme ça. Alors, est-ce que peut-être dans l'exercice aussi de votre travail, vous rencontrez quand même des difficultés? Ah oui, il y a des difficultés, parce que c'est comme je dis, des fois vous partez, l'enfant n'a pas seulement que des difficultés d'apprentissage. Il a peut-être des difficultés sociales. Ça peut être un orphelin, un vulnérable, ou bien un enfant qui est en conflit avec ses parents. Les familles recomposées. Révoltées. Oui, les familles recomposées, il y a des difficultés. Donc, des fois, il y a des familles où ils envoient, par exemple, une femme forcément. Parce que c'est une fille qui a besoin, ou bien un garçon qui a besoin de quelqu'un qui ressemble un peu à sa mère. Voilà. Par exemple, un enfant qui vit seul avec son père. Si tu amènes une femme qui parle encadré, il voit en cette dernière-là une mère. Donc il y a des difficultés comme ça. Donc deux fois, à côté du rôle pédagogique, il faut que toi-même tu développes des compétences en psychopédagogie. Voilà, en psychologie, pour pouvoir comprendre l'enfant et pouvoir le ramener sur le chemin maintenant pour que vous puissiez commencer les cours. Deux fois tu arrives, l'enfant n'est jamais là. Il y a des familles qui ne maîtrisent pas les enfants. Ils ont programmé le cours, mais l'enfant ne veut pas le cours. Donc tu arrives, il faut t'asseoir pour qu'on le cherche dans tout le quartier. Alors, maintenant, il y a les incompréhensions aussi. Il y a des familles, alors quand tu essaies de crier ou de lever la voix sur un enfant, bon, il y a des mamans qui n'aiment pas ça. Alors que, bon, des fois, il faut montrer à l'enfant que c'est sérieux ce que vous êtes en train de faire. Voilà, on ne va pas le taper, mais des fois, il faut élever la voix. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Voilà, donc, il y a aussi des familles qui n'ont pas compris le sens. Il y en a qui pensent que quand on prend un maître de maison, forcément, l'enfant va avoir l'examen. C'est notre choix. Quand on rentre dans une famille, et moi j'essaie d'étudier le terrain, d'étudier la situation socio-économique du parent, de voir le niveau de l'enfant, est-ce que c'est faisable? Quand par exemple à un certain moment de l'année on me convoque, moi je peux refuser. Parce que je sais que ce n'est pas fait, nous ne pouvons pas faire un miracle sur ça. Mais même si malgré ces précautions que nous prenons, si malgré ces précautions, ça n'arrive pas, bon, nous avons essayé d'être responsables jusqu'au bout. Mais ça peut arriver, comme l'école qui a pris les frais de scolarité, mais qui pourrait ne pas arriver au succès avec l'enfant. Donc, il y a ces incompréhensions. Et nous essayons de dire, en fait, nous essayons de faire de notre mieux. Comme le médecin qui a le malade, il soigne, il essaie de faire tout, mais il peut arriver le pire aussi. Voilà, donc c'est comme ça. Ok. On a parlé des difficultés, mais en termes aussi de cours, qui parle de cours de soutien, parle aussi de cours. À quand il dit qu'on peut avoir une idée des cours? Oui. Alors, d'abord, il faut se dire que tout le monde peut demander les services de soutien scolaire à CAEDIC. Voilà, parce que nous avons beaucoup de services gratuits. Par exemple, les visites, les échanges sur les réseaux sociaux que nous offrons aux élèves, c'est gratuit. C'est pas payant. Maintenant, les cours à domicile, ça a un coût. Ça a un coût. Et le coût là, ce n'est pas fixe. Nous essayons d'être flexibles en fonction de la situation socio-économique du parent. Nous n'allons pas demander à un paysan de payer la même chose qu'un ministre. Non, parce que c'est une entreprise sociale, on essaie de comprendre. Par exemple, une femme et une petite commerçante des marchés hier qui vient demander, je ne vais pas fixer le même taux que par exemple un PDG qui vient demander. Parce que c'est être aussi dans l'équité. Voilà. Donc maintenant, au niveau même de nos professeurs, nous ne disons jamais que nous n'allons pas accepter. Par exemple, si je propose 2500 francs l'heure à quelqu'un, à une famille, je peux voir un professeur X qui dit non, moi je ne peux pas travailler à ce coût. C'est un exemple. Et je peux voir dans le réseau, il y a un professeur là-bas peut-être dont la situation socio-économique, bon, les 2500 là, en fonction de sa situation là, les 2500 là, ça l'arrange. Deux fois, on peut descendre à 2000. Pourquoi pas
en deçà, en fonction de la situation de la personne. Puisque l'objectif, c'est d'aider les familles, d'aider à l'éducation. Parce que ces mêmes enfants-là, quand ils sont éduqués, même si moi, comme ça, je ne gagne pas l'argent aujourd'hui, demain, je peux être fier de les avoir formés, d'avoir contribué au développement du Burkina. Et peut-être qu'il peut y avoir des gens qui seront d'une certaine reconnaissance. Et puis, ça va aller un jour. Ça va aller. On espère pour vous aussi. On espère. Maintenant, en plus de ces cours de maison, parce qu'on parle beaucoup de cours de maison, vous avez parlé des cours en ligne, mais est-ce que, par exemple, pour ces vacances spécialement, vous avez prévu un programme, peut-être pour des cours d'appui? Oui, nous avons un programme, et essentiellement dans les familles. Un programme de cours de vacances à domicile pour relever le niveau des enfants et la préparation des enfants qui quittent la 4e pour aller en 3e, première terminale. Il y a aussi les enfants qui ont fait la 6e et le niveau n'est pas trop satisfaisant. Nous les accompagnons, toutes les classes en fait. Mais c'est comme je dis, nous reprenons le cursus passé. Ça veut dire que l'enfant a fait la 6e, on essaie de voir ce qu'il n'a pas bien compris, c'est quelle matière, c'est en anglais ou en maths, et puis on essaie de l'aider. Et c'est comme ça. Maintenant, du côté de Komsilga, nous avons, au niveau de notre centre-là, nous recrutons les enfants qui se préparent pour les tests d'entrée au niveau des écoles. Voilà, que ce soit la 6e ou la seconde ou la 5e, nous les accompagnons. Voilà. Au niveau de Ouaga aussi, s'il y a la demande, et dans un quartier donné, si les gens nous saisissent, on peut demander la place dans une école et puis le faire. Donc vous n'êtes pas qu'à Komsilga? Non. Et moi, je réside à Komsilga, mais je travaille beaucoup plus dans ce cadre-là à Ouaga. Et dans les autres villes aussi. À Bobo, nous avons une représentation à Koudou, à Manga, à Fada. Et dans toutes les localités où on nous fait la demande, nous avons des collègues qui sont postés. Dans notre répertoire, il y a beaucoup. Toutes les régions sont représentées. Voilà. Et ces derniers-là peuvent procéder au recrutement des enseignants pour faire l'affaire. Alors, Monsieur Keno, on va terminer par votre mot de fin. Après, on laissera les contacts pour tous ceux qui voudraient bien entrer en contact avec KEDUC. C'est quoi votre mot de fin? Le mot de fin, c'est que les gens ont comment on appelle ça? Quand on veut recruter un professeur de maison, il faut qu'on tienne compte du niveau de la personne qui va venir faire le cours. Alors, si on choisit seulement le neveu ou le cousin, alors l'étudiant qui passe ou le voisin, alors sans chercher à savoir s'il a le niveau et l'expérience nécessaire pour tenir l'enfant, bon, on va arriver forcément à des mauvais résultats. Donc, quand vous voulez qu'on tienne votre enfant, vous avez des objectifs pour votre enfant, alors il faut choisir les personnes qui conviennent, les personnes qui ont le niveau et qui ont la patience pour pouvoir prendre les enfants et puis les traiter et pour que les résultats soient meilleurs. Voilà, donc c'est comme ça. Ok, et maintenant on termine par les contacts du cabinet KEDUC qui peut accompagner vos enfants au niveau de cours de maison, cours d'appui également, cours de soutien en général. Les contacts. 70, 78, 11, 61, 65, 43, 57, 93. Voilà. Du côté de Bobo, on va rappeler quand même doucement, monsieur. D'accord. Donc, rappelez les contacts. Oui, 70, 78, 11, 61. Ou bien le 65, 43, 57, 93. Ce sont des numéros WhatsApp. Quand vous appelez, c'est moi qui vous décroche. Alors, du côté de Bobo, on peut appeler le 76 08 00 32. Notre représentant là-bas s'appelle Valia Alphonse. Voilà, il va gérer correctement. Voilà, en relation avec le cabinet KEDUC. Merci beaucoup, donc, M. Keno. Je rappelle que vous êtes professeur certifié de SVT. Aujourd'hui, vous étiez là en tant que responsable donc, de KEDUC. C'est un cabinet qui offre des cours de soutien à vos enfants. Donc, préparez des bonnes rentrées à vos enfants. C'est ce qu'on peut vous dire. Merci. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. On s'arrête ici pour l'émission d'aujourd'hui. Allez, à demain.